Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir et le privilège de recevoir le très grand ami Éric Antoine. Éric. Merci Maël. Bonjour, Merci pour cet accueil. Merci. Sois le bienvenu. Tu es magicien, humoriste, illusionniste, comme tu aimes à te définir, un nouveau genre. Pour commencer, je voudrais citer Simone de Beauvoir, qui, pour se présenter, soulignait la citation suivante, enfin sa propre citation: « Je suis tout ce que je cherche à comprendre ». Et toi, Éric, qui tu es? Wow, très 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 belle citation. Je suis tout ce que je cherche à comprendre. C'est-à-dire qu'elle est son propre terrain d'expérimentation, d'aventure, de voyage. Je me sens assez proche de cette pensée. Par mes chemins, par mes expérimentations, je me sens proche de cette pensée. Et qui suis-je? C'est difficile de répondre à cette question, parce que c'est une question sans fin, évidemment, puisqu'il y a évolution tout au cours de la vie. Dans la citation de Beauvoir, il y a quand même une notion presque de complétude. Il y a quelque chose de, comme appelle Platon, l'homme-lune, tu sais, c'est ça, qui se suffit un peu à lui-même, je trouve. Il y a presque un sous-entendu là-dedans. Alors peut-être que il faudrait la recontextualiser, et que j'ai découvrir ce qu'il y a écrit autour, mais il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans la quête de soi, c'est que souvent elle se fait au travers des autres, au travers de l'expérience et de l'aventure extérieure. Il y a une des philosophies qui me touche, qui est celle du Tao, où il y a ce fameux symbole du yin et du yang, ce cercle avec la masse noire et la masse blanche, qui est à l'intérieur, et qui dit que finalement l'âme est le noyau d'une chose, et dans son opposé. Donc que pour découvrir ce qu'est l'âme du yin, il faut aller au cœur du yang pour découvrir ce qui est. Donc pour découvrir son âme et qui on est. Alors est-ce que c'est le mot âme exactement d'ailleurs qui est le bon mot, mais en tout cas pour découvrir l'essence de son être et ce qui génère le reste de son être, finalement, la découverte se fait au travers de l'autre. Alors c'est marrant parce que le chéri de Beauvoir, Sartre, il disait l'enfer c'est les autres. Donc je trouve que ces deux citations face à face sont pas mal du tout. Et c'est vrai que l'enfer c'est les autres, mais finalement est-ce que l'enfer c'est pas soi aussi? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas soi dans la rencontre à l'autre? Les dynamiques de quête de cette question-là, de qui suis-je, je les vis beaucoup dans mes différents moments de psychanalyse. J'ai suivi plusieurs moments assez importants. La dernière, c'est une analyse de 6 ans. La dynamique de quête de soi, je l'ai vécue au travers de plusieurs exercices, de plusieurs aventures, intérieures et extérieures. Le voyage, la création. La création est une vraie découverte de soi, et donc ça m'a permis de découvrir une partie de qui je suis, parce que quand tu es face à ta feuille, que les choses sortent et que tu presses ton jus intérieur et que ça vient, il y a quand même quelque chose de l'ordre du soi. Il y a évidemment la dynamique psychanalytique. J'ai suivi 2 grands moments de psychanalyse, mais plus qu'on appelle plus jungienne, donc plus une psychologie analytique qu'une analyse à proprement parler, parce que Freud, pour moi, c'est une dynamique très intéressante, d'une grande richesse, mais qui n'est pas celle qui me parle le plus, qui me correspond le plus. Et là, finalement, en psychanalyse, tu parles beaucoup des autres. Tu parles beaucoup. Et donc, tu comprends que les autres ne fonctionnent pas comme toi. T'arrêtes de projeter, t'arrêtes d'interpréter. Tu commences à percevoir l'autre comme une entité propre, et tu fais ton processus d'individuation, donc de découvrir vraiment qui tu es en comparaison aussi finalement au reste du monde. Donc je dirais et puis j'ai fait le MDR, et puis j'ai fait l'hypnose, et puis je suis parti en ashram, et puis donc les voyages ont été nombreux, intérieurs et extérieurs. Et je dirais aujourd'hui, si je veux aller vite, que je suis un explorateur. Voilà, que je suis un explorateur, que ce qui me touche, c'est la question. Et que les explorations intérieures et extérieures, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus jouissif, de plus joyeux
cette surprise. Et donc aujourd'hui, je vais pas dire qui je suis, je peux te dire qui je ne suis pas. Je peux te dire ça, c'est pas moi. Je peux pas rester. J'aime pas boire, j'aime pas m'exploser la tête, j'aime pas. Je ne supporte pas le manque d'empathie, je ne supporte pas le manque de questionnement, je ne supporte pas le manque de doute, je ne supporte pas. Je vois tout ce que je ne suis pas, et puis je suis tout le reste. Voilà, en contact avec ce qui arrive. Alors, comme tu ne supportes pas le manque de questions, je vais te poser des questions. Parfait. Sur tes deux grandes fonctions, entre autres, que tu as sur la magie et l'humour. Finalement, quelle définition toute simple donnes-tu de la magie? C'est toujours difficile de répondre quand on me dit simple, mais simplement, je dirais en fait, il y a plusieurs magies déjà. Qu'est-ce qu'on entend par magie? Si tu cherches le mot magie, il y a 3 types de magie. Il y a la magie dite médicale, il y a la magie dite religieuse et la magie dite de scène. Moi, je suis un magicien de scène, mais en réalité, le mot il perd de son sens puisque la magie de scène, c'est pas de la magie, c'est de l'illusionnisme, c'est de la prestidigitation, donc. Et s'il y a plein de mots, évidemment, c'est qu'il y a plein de sens différents. Prestidigitation, par exemple, c'est prestidigite, c'est rapidité des doigts, donc c'est la dextérité, donc c'est la possibilité de tromper les autres sens avec le sens du toucher, tromper la vue, tromper l'ouïe, tromper l'intelligence, tromper la faculté d'analyse. Donc, dans la magie que je fais, je dirais c'est une escroquerie. Voilà. La définition, c'est d'utiliser tous les défauts de notre système cognitif pour faire croire que j'ai des pouvoirs que je n'ai pas. Voilà. Ça, c'est la magie de scène. C'est intéressant ce que tu dis parce que si il y a un pouvoir de manipulation, la magie a-t-elle ce pouvoir de faire comprendre le monde ou de le révéler tel qu'il est? Alors là, tu parles de magie. Moi, si je te parle de magie de scène, je dirais dans l'illusionnisme, qui est mon savoir-faire, il y a un autre savoir-faire qui est la magie. Dans la magie, d'ailleurs, si on parle la langue des oiseaux, tu as l'âme agit. Et il y a quelque chose de l'ordre de la transformation. Mon métier, c'est celui de transformer. C'est celui d'accueillir des êtres qui viennent passer un moment avec moi et, quel que soit l'état dans lequel ils sont, d'ouvrir porte du cœur, de l'âme, de l'émotion, tout ça, de les faire rire, de les détendre, et puis de glisser dedans des petites graines, et qui, j'espère, vont donner de belles fleurs, de beaux arbres, et qui vont germer, et qui vont, j'espère, être contagieux. Voilà. Donc ça, c'est mon autre... Et c'est là où je trouve qu'il y a magie et pas illusion. C'est là où je trouve qu'il y a... Oui. Et voilà, c'est dans la catharsis théâtrale, c'est dans cette dynamique-là. Est-ce que ça répond à ta question? Pas tout à fait, parce que finalement, dans cet art de la magie de scène, quelle est la part, parce qu'il y a une manipulation, mais alors quelle est la part d'éducation? Comment, au niveau moral, peut-on tromper l'autre si c'est pour lui faire comprendre le monde, en tout cas pour éduquer au monde et à ce qu'il a à nous apporter? Déjà par une déposition d'honnêteté, je dirais. C'est-à-dire que moi je dis aux gens, je suis un escroc, mais je suis un escroc honnête. Parce que vous venez pour vous faire escroquer. Ouais. Déjà, je ne fais pas de magie, c'est vous qui êtes magicien. C'est-à-dire moi, je vais utiliser plusieurs techniques. Souvent, c'est une addition de techniques qui va être une technique de manipulation, plus de l'ingénierie, plus en général une technique de dextérité. Donc, et c'est pour ça que c'est indémontable, parce que t'as une addition de savoir-faire qui fait que, mais moi, j'ai pas fait de la magie. Moi, je sais très bien comment vous ai fait croire que j'ai lu dans votre pensée. Mais vous imaginez la magie. Comme vous n'avez pas ce savoir-faire et cette explication, c'est vous qui créez l'acte magique. Donc, c'est vous qui me regardez et qui dites, mais waouh, et c'est magique. Et donc ça ouvre quelque chose en vous qui est la même chose que quand on prend un bon livre, qui est la même chose que quand on prend un bon film. C'est-à-dire, ça ouvre un espace onirique, un espace où de nouvelles histoires arrivent. Et tu me dis la notion de réalité, de vérité. Mais est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y en a une? Non. C'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que la vérité alors pour toi? Comment tu l'as? Déjà, il n'y a pas une vérité, il y a une multitude infinie de vérités. En revanche, il y a
une multitude infinie d'histoires. En fait, nous sommes des conteurs tous. Donc on est tous les héros d'un film dont nous sommes le personnage principal et on raconte cette histoire et tout le monde se raconte des histoires et le monde entier, en plus, concourt avec les biais cognitifs à te faire croire que l'histoire que tu racontes est vraie. C'est quand même le premier biais cognitif, ça s'appelle le biais de confirmation. Tu penses quelque chose, et c'est comme les algorithmes des réseaux sociaux, tu vas sur n'importe quel réseau social, tu regardes une vidéo sur un sens et on te renvoie la même parce que si tu as regardé celle-là, donc une fois que tu as pensé que la Terre était plate, tu vas être abreuvé de fait que la Terre est plate et très rapidement tu vas être convaincu que la Terre est plate, mais parce que tu l'étais déjà en partie avant. Donc déjà, il n'y a pas de réalité, il y a juste une manière de raconter une histoire. Mais tu peux contrer ça. Tu peux contrer avec un mot qui me semble essentiel, c'est le mot curiosité, et l'autre mot, c'est le mot doute. Tu peux contrer avec ces deux mots en disant qu'est-ce que je n'ai pas entendu, qu'est-ce que j'ai pas exploré, qu'est-ce que j'ai pas vu, et essayer de faire grandir comme ça, petit à petit, tes connaissances, et puis aller chercher des sources, recroiser. C'est le travail d'un journaliste. Un bon journaliste, c'est 3 sources minimum, 3 sources fiables. Donc et c'est là où je trouve qu'on peut se rapprocher de ce qui pourrait être la vérité. La magie, c'est autre chose. C'est te dire, on t'approche de la vérité en disant, regarde, je peux te faire croire n'importe quoi. Donc si moi, je peux te faire croire n'importe quoi, n'importe qui peut te faire croire n'importe quoi. Et dès le moment où tu crois n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi aussi. Et penser n'importe quoi. Mais Bergson parle du regard. Et je le cite, il dit « L'œil voit seulement ce que l'esprit est préparé à comprendre ». Et donc, comment adaptes-tu ton art à ce que le public est prêt à accepter? Non pas à comprendre, mais à accepter. Déjà, il y a un a priori, c'est-à-dire que quand tu viens me voir, tu as déjà fait un acte que tu as posé. Tu as envie de dialoguer avec moi et tu as envie de dialoguer avec cette personne, etc. Donc déjà, il y a une posture d'acceptation qui est plus forte quand les gens viennent me voir. Quand les gens me regardent à la télévision, c'est pas la même chose. Je suis invité dans leur salon, ils zappent sur une chaîne et je m'impose plus. Au théâtre, c'est déjà un choix. Donc par définition, ils sont dans un a priori extrêmement positif. Donc l'acceptation, ils ont fait déjà tout un chemin là-dessus. Après, il y a aussi la qualité de mes spectacles, c'est-à-dire je crois qu'au fur et à mesure des années, je suis passé du divertisseur, du trublion, à celui qui se questionne un peu plus. Tu vois, le dernier spectacle, c'est est-ce que l'enfant qu'on a été tous serait heureux de passer un moment avec l'adulte que nous sommes devenus. Mais encore une fois, c'est très homéopathique, c'est-à-dire je dépose à certains endroits et puis après les gens le prennent et font ce qu'ils veulent. Et puis c'est pas à moi de faire le chemin, c'est eux qui le font. Donc cette notion-là de transmettre... En fait, quand je fais encore un petit détour, quand j'écris un spectacle, je pense toujours à 4 points. Le premier point, c'est entertain. C'est les 4 E's des anglo-saxons quand ils écrivent. Entertain, engage, elevate, educate, elevate. Donc, divertir, enfin d'abord engager les gens, donc il y a quelque chose qui les engage, qui les touche, voilà. Ensuite les divertir, leur faire plaisir, les faire rire, et comme ça ils se détendent. Et puis après, les éduquer, donner quelques faits, donc pour moi, les faits les plus importants ces derniers temps, les vraies urgences sont les urgences écologiques, du vivant, quoi, les urgences du vivant. Donc qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, quels sont les systèmes, comment ils fonctionnent. Et une fois que tu as ça, les élever, les inspirer, leur offrir une possibilité. Et donc, la dynamique d'écriture et de rapport à l'autre, elle se trouve souvent sur ce chemin-là. C'est-à-dire, c'est le chemin que j'ai choisi. Voilà. Tu disais le divertissement, je passe au second pan de l'interview, à savoir l'humour. Tu fais rire, mais est-ce que finalement, faire rire, ce n'est pas échapper à sa propre vie intérieure, donc un échappatoire tout simplement pour fuir une réalité?
D'en faire rire, et puis il y a le mot divertir aussi, tu connais la racine latine, divertere c'est changer de chemin, c'est ne pas regarder là où, au plus profond de soi. C'est regarder là où... Et je suis quand même un créateur du divertissement complet, tu vois, je fais 330 émissions cette année, donc je suis quand même quelqu'un qui propose du jeu du cirque, hein, pour dire une partie de mon métier. Oui, faire rire, je trouve que c'est aussi une élégance face à la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a une telle évidence de souffrance, pour nous tous, au quotidien, que faire rire, c'est comme, tu regardes un tableau, t'es comme ça, et faire rire, c'est prendre une distance. Et donc, le rire a des fonctions comme ça, d'échappatoire, de distance, mais je trouve qu'il y a aussi une manière du rire de regarder ce qui n'est pas regardable. C'est-à-dire, hier par exemple, on écrit une vanne avec les copains, on écoute une chanson en allemand qui dit Mein Lippen, le titre en français c'était Mes lèvres sont si chaudes, et je dis je crois que c'est le titre de l'autobiographie de l'abbé Pierre, non? Et donc là, les gens, une rupture de rythme, voilà. Mais ce rire-là, c'est un rire de souffrance, c'est un rire de déception absolue, c'est-à-dire une figure fondamentale de notre pensée, tous disant peut-être il y a des saints sur Terre, peut-être il y a des gens qui peuvent nous inspirer, qui se dévouent à l'autre, et puis finalement on se rend compte que ce type était un obsédé sexuel et qui a utilisé cette position de pouvoir pour abuser d'autres êtres. Donc pour moi, le rire participe aussi de la prise de conscience. Donc il te ramène au réel, mais il te le ramène sans être trop dogmatique, sans être moralisateur. Donc en ça, il y a un rire de conscience et il y a un rire de résistance. Il y a des rires de divertissement et il y a des rires de conscience et il y a des rires de divertissement. Et l'humour que tu utilises n'est-il pas une porte pour atteindre la vérité? Ça dépend, parfois, pour être tout à fait honnête, ça dépend. Parfois oui, parfois non. Parfois c'est juste pour faire rire et qu'on soit bien, et donc c'est plus une quête de confort qui est finalement notre quête principale à tous. Et parfois oui, c'est ce petit poil à gratter que sont les humoristes, qui sont aussi cette fonction du fou du roi. C'est-à-dire qu'on a quand même, dans une société où il faut quand même se moquer des dogmes, des systèmes... du pouvoir. Oui, mais peut-on rire de tout? Il y avait, c'est la phrase qu'on pose à tous les humoristes, et la question qu'on pose à tous les humoristes, mais qui a une vraie profondeur. Mais il y avait les réponses de Desproges que j'aime beaucoup, qui dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà, qui est quand même, c'est-à-dire, pour te donner des exemples concrets, je fais une vanne sur... Je dis aux gens, je sais pas, calmez-vous, c'est un tel bordel, vous parlez tellement fort, on dirait les filles à l'Assemblée nationale. Et tu vois, les gens se marrent, et puis le lendemain, il y a un mec qui fait un tour de cartes qui est magicien. Je dis tour de cartes magicien, c'est quand même pas très original. C'est comme le racisme sur CNews, hein, c'est pas, voilà. Et tu vois, quand je fais une vanne sur LFI, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, ça ne bruisse pas. Je fais une vanne sur CNews, je me prends des sauts de violence et de merde le lendemain. Donc, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Tu peux rire de tout, mais pas face à n'importe qui. C'est-à-dire, il y a mal prendre l'humour, c'est quand même... Enfin, l'humour, c'est pas... Moi, je le fais pas contre quelqu'un. C'est ma pensée, ça m'appartient. Ça appartient à personne d'autre. Après, les gens l'interprètent. D'ailleurs, j'ai pas dit... Les gens qui regardent CNews sont racistes. J'ai dit, il y a du racisme sur CNews. C'est ça que je dis. Tu tapes racisme et CNews, tu vois tous les dossiers des gens qui ont été accusés de racisme sur CNews, de Fer, Pro, Zemmour, etc. Donc tu as tous les dossiers. Tu tapes racisme et France Info, tu vois les dossiers de France Info sur le racisme. Donc c'est un fait. C'est pas une discussion. Et je ne dis pas que les gens qui regardent CNews sont racistes. Non, je dis que CNews régulièrement met à l'antenne des propos qui le sont. Et c'est un fait puisque la loi montre que les cas sont nombreux. Donc voilà. Donc il y a, et ça, pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, ça blesse les gens qui regardent cette chaîne, qui s'y sentent bien, qui voilà. Donc l'humour est blessant, mais c'est un truc que j'essaye d'appliquer au quotidien. C'est-à-dire les gens qui m'insultent, je prends pas pour moi.
ça leur appartient. Et selon toi, qu'est-ce qui distingue l'humour intelligent de l'humour vulgaire? C'est dur aussi parce que ça sous-entend un classement de qualité. Par exemple, Bigard, qui était très très régulièrement considéré comme l'humoriste vulgaire par excellence, il y avait aussi un propos qui était finalement social. Il y avait un regard sur le monde que je trouvais intéressant et que je trouvais intelligent. Et puis, s'il remplissait les stades de France tout seul, c'est que ça correspondait quand même aussi à quelque chose qui était de l'ordre du populaire et de l'humain, et que ça. Et c'est vrai que quand on pense toujours à l'humour intelligent, notre grande référence à tous, c'est Desproges. Je dirais ce qui va différencier les deux, c'est que Desproges, il était capable de s'arracher lui-même et de se faire mal à lui-même. C'est-à-dire que quand il était atteint de cancer, personne ne le savait, lui le savait, et il commence un sketch sur le cancer. Oui. Et il s'auto, c'est pas détruit, mais il se moque de lui-même en même temps que se moquer du monde. Et je trouve que pour moi, c'est là où il y a une limite. Quand tu te moques de l'autre, juste de l'autre, mais quand tu te moques de toi-même, je sais qu'il y a en chacun d'entre nous des relents racistes. On a tous une peur de la différence. Tous. C'est une évidence. La question ne se pose pas. La différence nous fait peur. Donc, moi, quand je me moque de ces news, je me moque aussi de moi. Tu vois, je me moque de mon humanité, de ma bêtise, de mon manque de curiosité, de mon envie de confort, de mes peurs basiques. C'est-à-dire que l'humour intelligent, je pense que c'est celui qui te donne envie d'apprendre, de te questionner. Voilà. S'il y a une question, c'est une bonne vanne. Et donc, est-ce que dans l'humour, quelle est la place de l'éducation dans l'humour? Est-ce que l'humour est-elle une forme éducative? Oui. Bon. Je vois que tu as l'esprit de synthèse. Oui. Oui. Bah oui, c'est chouette. Quand tu fais rire les gens, t'as plus envie d'apprendre. J'étais en psycho, j'avais 2 analystes qui donnaient des cours en amphi, le grand cours du grand professeur. Les psychanalystes étaient dans un état dépressif absolu. Il n'y a rien de ce qu'ils me disaient qui ne rentrait dans l'émotion. C'est la meilleure. Passer par l'émotion, c'est la pédagogie. Mais ça peut être la surprise de la magie. C'est il se passe quelque chose. En fait, tu vulnérabilises et t'ouvres l'esprit, tu le rends perméable à autre chose. L'humour est une magnifique manière de rendre l'esprit perméable. C'est une mission humaniste, l'humour. Je trouve que tu donnes beaucoup de dimensions supérieures. Après cette interview, je vais avoir l'impression d'être un saint. Ce qui n'a aucun sens. Moi, je fais ça pour le pognon. Donc, je fais ça pour survivre, pour faire vivre ma famille. C'est pas. Il y a dans l'humour un combat. Il y a un combat. Est-ce que c'est un combat humaniste? La notion d'humaniste, je la trouve intéressante, mais elle est tournée par définition vers l'humain. Et aujourd'hui, j'aimerais, justement, je trouve qu'en conscience, on pourrait passer à une autre chose que l'humanisme, on pourrait passer vers quelque chose qui est plus sur le monde, le sentient de manière générale, vers le vivant de manière générale. Je trouve qu'on a mis cette valeur d'humanisme pour les gens intelligents au sommet, au pinacle de toutes les valeurs, protéger l'humain. Non, moi je pense qu'il faut protéger le vivant et que l'humain est un grand exploiteur, un grand destructeur du vivant. Voilà. Donc dans l'humour, oui, il y a quelque chose qui est extrêmement humain, parce que tu sais, Bergson, le rire est le propre de l'homme, etc. Mais il paraît qu'il y a des singes qui rient. On a constaté il y a plusieurs études scientifiques qui disent ça. Alors, je suis pas un spécialiste de ce sujet, mais c'est dit. J'ai pas vu mes chiens se marrer, mais je les vois être heureux, par contre. Je les vois être heureux, malheureux, tristes, joyeux. Je les vois être coquins. Je les vois me faire des blagues. Je les vois me chercher, donc oui, pardon, je suis resté bloqué sur la notion d'humanisme, mais est-ce que le rire pour être dépassé, pour être sentient et pour être antispéciste? Un rire antispéciste, c'est pas mal. Je voudrais terminer cette interview, Eric, par une phrase d'Emmanuel Kant, qui souligne: nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes.
aujourd'hui, quel regard as-tu sur le monde, à tous les étudiants, la nouvelle génération qui nous regarde et autres bien sûr, quel regard as-tu sur le monde et comment, que pourrais-tu adresser à la jeunesse aujourd'hui? Elle est puissante, je trouve, cette phrase de Kant. Elle est très très puissante parce qu'elle fait appel à un savoir-faire de l'escroc que je suis, de l'illusionniste que je suis, qui est l'utilisation des biais cognitifs. Dans les biais cognitifs, donc c'est tous nos systèmes cognitifs qui sont extrêmement limités et nos systèmes cérébraux aussi. Il faut savoir que nous sommes des flemmards, c'est-à-dire que moins le cerveau peut travailler, plus il est heureux. Et il y a un biais cognitif qui est terrible, qui est le biais de confirmation, c'est-à-dire qui reprend exactement ce que dit Kant, c'est-à-dire que le biais de confirmation fait que le monde entier amène tous les jours la preuve de ce que tu penses déjà. Donc dès le moment où tu as un a priori, le monde va t'amener, parce que tu ne vois finalement qu'une toute petite partie du spectre de la réalité, et le spectre que tu vois, c'est celui que tu peux accepté, puis que tu as déjà conçu et sur lequel tu as déjà créé du narratif. Donc, un exemple concret, tu es platiste, tu es convaincu que la Terre... Enfin, tu dis peut-être la Terre est plate, tu regardes une vidéo de la Terre est plate sur les réseaux sociaux, tu regardes cette première vidéo, le moteur de recherche de la plateforme sur laquelle tu es t'envoie une autre vidéo parce que c'est celle que tu as regardée, et il faut savoir que les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent exactement de la même manière que notre cerveau. C'est-à-dire qu'on cherche toujours le confort, on ne veut pas on a une vraie souffrance à être face à une pensée qui est opposée à la sienne, et le seul moyen de sortir de ce biais de confirmation, c'est justement d'aller voir là où tu n'es pas, d'aller réfléchir avec les personnes les plus différentes de toi. Et c'est complètement anti-intuitif, c'est contre-intuitif, c'est à l'inverse de la manière dont nous sommes construits. On va vers ce qui nous est le plus proche, le plus semblable. L'amitié est basée sur nos harmonies. Donc, par exemple, moi j'ai un réflexe sur les réseaux sociaux, c'est que je m'abonne à tous les gens que je déteste. Mais vraiment. Donc j'écoute, et donc j'essaye de sortir de la détestation pour entendre ce qu'il y a derrière. Donc j'écoute le discours d'extrême droite avec attention. Et j'essaie de comprendre aussi peut-être les points sur lesquels ils ont raison. Pourquoi pas, tu vois? Et de me dire, bon, mais, ok, mais, et puis, quand ils sont extrêmement convaincants, de dire pourquoi j'ai été convaincu, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les moteurs, qu'est-ce qui a réagi en moi pour que je sois fasciné sur un discours qui est extrêmement sécuritaire, qu'est-ce qui se passe? Et donc en ça, je trouve que Kant a 100% raison, parce que par définition et par réflexe, nous ne regardons le monde qu'au travers de ce que nous concevons déjà. Donc le seul moyen de découvrir le monde, c'est d'essayer de concevoir et de se raconter de plus en plus d'histoires, de plus en plus différentes possibles, donc de lire, donc d'aller à tes spectacles, d'aller voir des choses continuellement, et d'écouter les gens qu'on n'aime pas. Et d'entendre, tu vois, parce que comme on a fait 2 interviews, il y a une partie où j'ai parlé du véganisme, et une autre partie, je n'ai pas vraiment parlé du véganisme. Donc, moi, je suis végane, donc j'ai décidé de ne plus exploiter le vivant et le monde sentient pour plusieurs raisons. La première raison, ça a été une raison écologique. J'ai découvert qu'il y a 8 fois plus de champs pour les bêtes que pour les humains. 8 fois. Que si tu divises par 2 ta consommation de viande, tu récupères en forêt la totalité de l'Inde. J'ai découvert que l'exploitation des bovins, des ovins, c'est plus de pollution que la marine, l'aviation et l'automobile additionnées. J'ai découvert ce que c'est que les nitrates et l'azote dans les sols et les marées vertes. J'ai découvert... Et je vois, dans cette exploitation où l'humain est surexploité, où quand même les éleveurs sont une des populations les plus en souffrance qui soit chez l'humain, avec le plus haut taux de suicide, avec un endettement catastrophique, avec des normes qui les font respirer, glyphosate et autres trucs. Il n'y a rien de positif dans cette chose-là, ni d'un point de vue nutritif, ni d'un point de vue de santé. La souffrance du monde animal, rien. Et pourtant, on est tous là-dedans. Tous. Et les Français résistent de plus en plus, parce que c'est une tradition, soi-disant. Et donc, pourquoi j'ai fait ce constat? Parce que je me suis sorti de ma tradition.
de ma mère qui adorait cuisiner les lasagnes, la bolognaise, et ce que c'est que derrière un bœuf qui n'est pas un bœuf, qui est en fait une vache qui ne fait plus de lait. Et donc, par recherche du réel. Et donc, j'ai accepté l'inconfort. J'ai accepté de constater que je suis un destructeur et que intrinsèquement l'humain est un destructeur. Et j'ai accepté d'entendre aussi des choses que je trouvais aberrantes, c'est-à-dire, je trouve qu'il y a une hystérie, par exemple, chez les militants écologistes, qui m'est insupportable. Quand je les vois casser des vitrines de bouchers, parfois je préfère un boucher, parler avec un boucher qui me dit je suis en train de réduire ma consommation de viande, je me rends compte de ce que je fais et tout ça, qu'un type qui va aller détruire la vie d'une famille de 3 personnes, qui va pas pouvoir bosser le lendemain, qui peut plus donner à manger à ses enfants. Enfin, donc voilà, si j'ai un conseil pour la jeunesse, c'est déjà devenir vegan. Et le deuxième conseil, c'est douter. Doutez de ce que vous croyez. Doutez, et plus vous êtes convaincu de quelque chose, dans convaincu, il y a con et vaincu, plus vous êtes convaincu de quelque chose, plus il y a de fortes chances que vous fassiez erreur. Parce que quand on est absolument sûr et certain qu'on tient mordicus à quelque chose, c'est très souvent une posture qui te permet de ne pas détruire quelque chose, un confort. Et plus tu doutes, plus tu acceptes cet inconfort, plus tu deviens souple. Et je vais finir avec une histoire que j'aime bien, qui est un de mes potes, qui s'appelle Bernard Werber, qui est un auteur de science-fiction. Et Bernard, quand j'étais adolescent, il y a son fameux bouquin « Les fourmis ». Et les fourmis parlent aux humains, et les humains et les fourmis disent « mais les humains disent aux fourmis, mais c'est extraordinaire, cette carapace que tu portes, fourmi, c'est comme une armure, c'est plus fort qu'une armure de chevalier, rien ne peut la percer, c'est extraordinaire, tu peux porter 40 fois ton poids, etc. » Et les fourmis jalouses des humains leur répondent, mais vous, si on vous coupe, vous cicatrisez, on peut vous couper des milliers de fois et assez profondément vous réparer. Nous, le moindre trou dans notre carapace, et à l'intérieur c'est liquide, on s'écoule et c'est fini. Et donc, accepter la blessure, accepter d'être coupé, accepter d'avoir mal psychiquement et physiquement. Parce que là, tu trouves ta force en fait. Notre force est dans notre vulnérabilité, notre force est dans notre inconfort, notre force est dans notre doute. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci de m'avoir reçu, merci pour tout ce que tu as dit et merci pour tout ce que tu fais. Mais avant tout, merci d'être qui tu es parce que tu nous permets de devenir qui nous sommes. Merci, merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt, merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.